À Noël, ma sœur, celle qui s'attendait toujours à ce que je garde les enfants, s'est assise avec son agenda et a dit « Tu garderas les enfants pendant une semaine pendant notre croisière ». J'ai dit « Non ». Le lendemain, ils se sont présentés avec leurs bagages. Mais quand ils ont vu la note, leurs visages sont devenus pâles. Mais la vraie surprise était encore à venir. Je m'appelle Daniel. J'ai 28 ans. Et si vous demandez à ma famille, j'ai toujours été le discret, celui qui ne causait jamais de problème mais qui ne se démarquait jamais non plus. En grandissant, ma sœur aînée, Michelle, était celle qui recevait toute l'attention. Elle était l'enfant parfaite, celle qui faisait toujours tout correctement. Moi, j'étais celui en arrière-plan, celui que ça ne dérangeait pas de ne pas être remarqué. Je n'ai jamais eu besoin des projecteurs, mais je n'ai jamais eu les éloges non plus. Et même si j'avais de bonnes notes, un emploi décent et que je gérais ma vie assez bien, la vie de Michelle était toujours plus glamour. Elle avait la maison, les enfants, les photos de vacances en famille et l'emploi bien rémunéré. Je vivais dans un petit appartement avec une montagne de prêts étudiants, conduisant une vieille voiture qui tenait à peine la route. Noël n'a jamais été très important pour moi. Bien sûr, nous nous réunissions, dînions, échangions des cadeaux et faisions semblant que tout allait bien. Mais je n'en attendais jamais grand-chose. C'était juste un autre jour. Mais cette année était différente. Cette année, tout a basculé. J'étais assis à la maison, profitant d'un rare moment de paix, quand mon téléphone a vibré. C'était Michelle qui m'envoyait un texto, comme elle le faisait toujours à l'approche des fêtes. « Salut Daniel, peux-tu garder les enfants pendant une semaine pendant que nous partons en croisière ? Nous planifions ça depuis des mois. Ça ira pour toi, n'est-ce pas ?» J'ai fixé le message pendant un long moment. Michelle s'était toujours attendue à ce que je garde les enfants. Chaque fois qu'elle avait besoin d'une pause, j'étais l'homme de la situation. Mais là, une semaine entière. Je n'avais pas le luxe de pouvoir tout laisser tomber. J'avais ma propre vie à gérer. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai dit non. J'ai été surpris de la facilité avec laquelle c'est sorti. Les mots m'ont semblé comme un poids enlevé de ma poitrine. J'ai envoyé le texto, puis j'ai posé mon téléphone, pensant que c'en était fini. Mais le lendemain, ma sonnette a retenti. Ils étaient là, Michelle et son mari, Marc, debout devant ma porte avec leurs bagages, ayant l'air de débarquer d'un bateau de croisière. Michelle a brandi une valise et a souri vivement. « Nous n'avons pas reçu ton message. Nous partons aujourd'hui, » a-t-elle dit joyeusement. Je les ai regardés tous les deux. J'ai dit non, Michelle, ai-je répondu, la voix stable mais ferme. Je ne garderai pas les enfants cette fois-ci. Son sourire a vacillé une seconde, mais elle l'a rapidement masqué par un air d'incrédulité. Marc se tenait silencieusement derrière elle, comme s'il regrettait déjà cette décision. Je pouvais dire qu'il ne voulait pas être impliqué. Michelle m'a jeté un regard, puis a regardé les bagages, une lueur de panique traversant son visage. « Tu es sérieux ? » ?»« Très sérieux. » Elle a regardé Marc, et la couleur a quitté son visage. La tension entre nous était palpable, et je pouvais la voir essayer de trouver comment répondre. Elle ne s'attendait clairement pas à ça, mais elle a simplement hoché la tête, presque comme si elle avait accepté sa défaite. « Eh bien, c'est ton choix, » a-t-elle dit, la voix un peu trop calme. « Mais nous partons quand même. Passe de bonnes fêtes, Daniel. » Je les ai regardés se détourner pour partir, leurs bagages traînant derrière eux. J'ai fermé la porte avec un léger soupir, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Je n'étais pas sûr de la raison de cette tension. Peut-être parce que j'avais enfin fixé une limite. Peut-être parce que je savais qu'il ne le prendrait pas bien. Et puis c'est arrivé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une note collée sur ma porte. Un simple message de Michelle, « Tu regretteras ça. Nous verrons comment tu te débrouilleras quand tu n'auras plus la famille sur qui compter. » Je ne savais pas quoi en penser, mais je savais une chose avec certitude, ce n'était que le début. En grandissant, je n'ai jamais vraiment compris ce que signifiait être une famille. La façon dont Michelle et moi étions traités était toujours radicalement différente. Nos parents, surtout maman, avaient toujours clairement montré qui était le favori. Michelle était l'étoile brillante, celle qui recevait toujours toute l'attention. J'étais le faire-valoir, le personnage secondaire de ma propre vie. Il ne s'agissait pas seulement des réussites, il s'agissait de la façon dont les choses étaient remarquées ou ignorées.
Si Michel obtenait une note parfaite à un test, elle recevait des éloges et un nouveau téléphone. Si je faisais de même, c'était « bon travail, mais tu aurais dû viser plus haut ». C'était subtil, mais ça piquait à chaque fois. Après des années à être négligé, j'ai fini par me dire que je ne valais pas l'effort. J'ai travaillé dur, bien réussi à l'école, suis entré dans une université décente et ai trouvé un emploi stable. Pourtant, rien ne semblait jamais suffisant. Michel, en revanche, avait tout eu sur un plateau. C'était elle qui partait en vacances, avait sa propre maison et menait la vie que tout le monde admirait. Elle a toujours eu une famille parfaite, un mariage parfait, et même quand les choses n'allaient pas bien, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Au fil des ans, j'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. J'ai enfoui ma frustration et j'ai joué le jeu, allant au dîner de famille, aidant avec ses enfants quand elle le demandait, et faisant semblant d'être d'accord avec le fait d'être invisible. Mais la vérité, c'est que j'étais fatigué. Fatigué d'être celui qui cédait toujours, qui disait toujours oui, même si cela signifiait sacrifier ma propre vie. C'est là que ça a commencé, les petites choses qui se sont accumulées avec le temps. Michel me demandait de garder les enfants pour un week-end. Pas de problème. Mais quand c'est devenu une semaine, une croisière. C'était trop. Elle ne demandait plus, elle ordonnait. La réalité m'a frappé, Michel en était venu à s'attendre à ce que je sois simplement là chaque fois qu'elle en avait besoin, sans même un merci. Elle ne semblait jamais considérer que j'avais mes propres projets, ma propre vie, mes propres limites. Le pire, c'est quand elle se mettait en colère contre moi parce que je disais non. C'était comme si je la laissais tomber, et non l'inverse. Elle me traitait d'égoïste, et je sentais la piqûre de la culpabilité. Mais ce matin-là, quand j'ai reçu sa note après leur départ, ça m'a frappé. Elle s'en fichait. Elle était plus contrariée par le désagrément que par mes sentiments. Et ce n'était pas la première fois. Chaque fois que j'essayais de m'affirmer, c'était comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je me souviens d'un jour férié, il y a des années, où j'avais enfin pu prendre quelques jours de congé. J'avais hâte de passer du temps seul, juste pour rattraper mon retard, mais Michel a appelé. Elle avait besoin que je garde les enfants pendant une journée pendant qu'elle et Marc allaient à un mariage. J'ai dit non. Je n'avais pas eu de pause depuis des mois, et j'étais fatigué. Elle m'a dit que j'étais égoïste et m'a fait culpabiliser pour que je l'aide. Ce jour-là, j'ai passé la plupart de mon temps à regarder l'horloge, attendant que ça se termine. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi c'était toujours moi, pourquoi j'étais toujours celui qui devait plier. Et maintenant, après toutes ces années à céder, après toutes les fois où j'ai dit oui, la réponse de Michel à mon simple non était une note avec des mots qui coupaient plus profondément que tout ce qu'elle avait jamais dit, « Tu regretteras ça ». Que voulait-elle dire par là? Regretter d'avoir dit non? Regretter de m'être défendu? Quelques heures après la note, j'ai reçu un autre texto de Michel, cette fois avec une photo d'elle souriante, tenant un cocktail au bord de la piscine de la croisière. Elle était partie en voyage comme si de rien n'était. Elle n'a jamais reconnu le fait que je ne gardais pas ses enfants. C'était comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Et c'est là que j'ai réalisé la profondeur du problème. Elle ne me voyait pas. Pas comme un individu, pas comme une personne avec une vie en dehors de ses propres besoins. Pour elle, j'étais juste une extension de sa commodité. La colère en moi a bouillonné, mais je l'ai contenue. Je n'ai pas répondu à ses textos ni à ses appels. Je ne voulais pas faire partie du drame, je ne voulais pas tomber dans le vieux schéma de la culpabilisation et de la manipulation. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point j'avais fait des compromis pour elle, à quel point j'avais laissé ma famille profiter de moi sans jamais rien demander en retour. Mais au fil des jours, le poids de la note persistait dans mon esprit. Regret. C'était un mot qui résonnait dans mes pensées. J'en avais assez de tout regretter. Je regrettais de ne pas m'être exprimé plus tôt, de ne pas avoir fixé de limites plus tôt. Mais cette fois, c'était fini. Et puis, juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire, j'ai découvert quelque chose qui a porté toute la situation à un tout autre niveau. C'est 3 jours après le départ de Michel et Marc pour leur croisière que les choses ont pris une tournure radicale. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles d'eux, à l'exception de messages occasionnels de Michel, me demandant toujours de surveiller les enfants ou de m'assurer qu'ils allaient bien. C'était comme si j'étais censé être leur assistant personnel pendant qu'ils profitaient de vacances tropicales. Au début, j'ai ignoré les textos, mais ensuite est venu l'appel qui a tout changé. J'étais au travail, parcourant mes courriels,
quand mon téléphone a vibré. C'était Michel. Je l'ai laissé sonner plusieurs fois, pensant que ce n'était qu'un de ces appels de routine. Mais quand le téléphone a de nouveau vibré, quelque chose en moi m'a dit de répondre. « Daniel, pourquoi n'aides-tu pas plus ?» La voix de Michel était sèche, agacée et en même temps désinvolte. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Je n'avais aucune idée de la direction que cela prenait. « Les enfants sont en pagaille, Daniel. Je sais que je t'ai demandé de simplement garder un œil sur eux, mais tu ne me réponds même pas. Ils deviennent fous ici, a-t-elle lancé. Je pouvais entendre le bruit du bateau de croisière en arrière-plan, la musique, le brouhaha des autres vacanciers. Il y avait un léger tintement de verre, et elle semblait plus préoccupée par ses vacances que par le comportement des enfants. Michel, je ne suis pas là pour faire du babysitting. Je t'ai dit que je ne le ferai pas. Tu dois te débrouiller seul, ai-je dit, sentant la frustration monter en moi. J'avais l'impression que chaque mot que je disais était comme une gifle pour elle, mais je ne reculais pas. « Mon Dieu, tu es difficile », a-t-elle marmonné, les mots lourds d'un ton que je ne connaissais que trop bien. Je commence vraiment à regretter que tu n'aides pas. C'est la dernière fois que je te demande quoi que ce soit. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle essayait de me manipuler, de jouer la victime, de me faire sentir coupable de ne pas faire quelque chose que j'avais tout à fait le droit de refuser. C'est bon, Michel. Je ne le regrette pas, ai-je dit, ma voix froide, plus tranchante que je ne l'avais prévu. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle était peut-être en train de digérer ce que j'avais dit. Mais ensuite, elle a lâché la bombe. Tu sais, maman pense que tu as été une déception ces derniers temps. Je lui ai dit que tu agissais bizarrement et que tu étais distant, et elle a dit, eh bien, Daniel a toujours été comme ça. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. La seule personne qui avait toujours été du côté de Michel, qui m'avait toujours vu comme l'enfant à problème, faisait maintenant apparemment écho à ses paroles. Je n'avais pas parlé à maman depuis des semaines. J'avais coupé le contact avec elle parce que je ne pouvais plus supporter le jugement constant, l'attente que je m'intègre simplement dans le moule qu'elle avait créé pour moi. Mais entendre ça, entendre que Michel utilisait la voix de maman pour me faire culpabiliser. C'était la goutte d'eau. Tu as tout raconté à maman, n'est-ce pas? Ai-je craché, la voix tremblante de colère. Tu as tout déformé, faisant de moi le méchant. Tu lui as dit que j'étais le problème, n'est-ce pas? Je ne lui ai rien dit, Daniel. Mais tu as été si distant dernièrement. Que veux-tu que je fasse? Tout le monde s'inquiète pour toi, a-t-elle rétorqué, la voix soudainement défensive. Tu gâches tout, tu ramènes tout à toi. Mon cœur s'est emballé. La trahison piquait plus que je ne pouvais le décrire. Ce n'était pas assez qu'elle me manipule pour que je l'aide, mais maintenant elle retournait la famille contre moi. Je voulais crier, mais j'ai gardé mon sang-froid. C'est fini, Michel. C'est terminé. Je ne serai plus ta solution de repli, et je ne te laisserai pas utiliser maman pour me faire sentir coupable. Tu es seul maintenant. La ligne est devenue silencieuse. J'ai attendu, le cœur battant, écoutant le faible bruit de fond de ses vacances. Je l'imaginais debout là, fixant le téléphone, digérant ce que j'avais dit. Finalement, elle a parlé. Tu fais une énorme erreur, Daniel. Tu le regretteras. Je te le dis, c'est la dernière fois que je demande de l'aide. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement raccroché. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre. Je n'étais pas piégé dans la toile de culpabilité qu'elle avait tissée autour de moi pendant des années. Je n'avais plus à jouer le rôle du frère fiable et invisible. Mais en même temps, je savais que les conséquences allaient arriver. Michel n'allait pas laisser passer ça. Elle ne l'a jamais fait. Ce soir-là, je me suis assis sur mon canapé, fixant le téléphone. Cela faisait des heures depuis notre conversation, et une partie de moi attendait toujours qu'elle me recontactât, mais le téléphone est resté silencieux. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle avait vraiment l'intention de mettre ses menaces à exécution. Allait-elle retourner la famille contre moi? Prendrait-il son parti? La réponse est venue le lendemain, mais pas de la manière que j'attendais. J'ai reçu un courriel de ma mère. Il était court, simple et direct, « Tu dois arranger ça, Daniel. Michel est contrarié, et maintenant toute la famille est contrariée. Tu ne veux pas aggraver le problème. S'il te plaît, ne sois pas difficile. C'est à ça que sert la famille.
J'ai fixé l'écran. Je savais ce que cela signifiait. Michel était allé directement voir maman, avait déformé l'histoire, et maintenant j'étais de nouveau le coupable. C'est là que ça m'a frappé. Je ne me battais plus seulement pour mon temps, mon espace, mes limites. Je me battais pour être considéré comme un égal, pour ne pas être celui qui était toujours blâmé. Et en lisant le courriel de ma mère, j'ai réalisé que le moment où je m'étais défendu, où j'avais dit non, j'avais franchi la ligne. Je ne défiais plus seulement Michel, je défiais les attentes de toute ma famille. Mais même si je savais que cette bataille n'était pas terminée, j'ai ressenti un petit sentiment de triomphe. Pour une fois, je ne jouais pas le rôle qui m'avait été assigné. Je faisais ce dont j'avais besoin pour moi-même. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou. Je ne pouvais pas échapper au sentiment que quelque chose allait exploser. J'avais pris position. J'avais fixé mes limites. Mais cela ne signifiait pas que c'était fini. Michel n'allait pas laisser passer ça. Elle n'avait jamais été du genre à reculer quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. J'ai passé les jours suivants au travail à essayer de garder l'esprit occupé. Je me suis plongé dans des projets, évitant les appels et les textos de Michel, de ma mère et de quiconque pourrait essayer de me faire culpabiliser pour que je recule. Mais ensuite est venu l'appel qui a tout scellé. C'était tard un vendredi soir, et je finissais juste un rapport quand mon téléphone a vibré. Je l'ai vérifié, m'attendant à ce que ce soit du spam ou peut-être un message professionnel aléatoire. Au lieu de cela, c'était un appel de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis un moment. Nous n'avions jamais été proches, mais je savais que ce n'était pas un appel anodin. La tension dans ma poitrine a augmenté alors que je répondais. Daniel, la voix de mon père était tendue, presque inconfortable. Nous devons parler. J'ai soupiré, sentant le poids de la conversation avant même qu'elle n'ait commencé. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu sais ce qui se passe, a-t-il dit, une pointe de frustration perçant dans son ton. Ta mère est contrariée. Michel est contrarié. Nous sommes tous contrariés. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, Daniel? Je pouvais entendre la déception dans sa voix. Ça piquait plus que je ne voulais l'admettre. J'avais toujours été celui qui évitait les conflits, celui qui suivait les attentes de la famille. Mais maintenant, j'avais tracé une ligne, et il faisait clairement savoir qu'il n'aimait pas ça. J'ai dit non, papa. C'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas tout laisser tomber pour m'occuper des enfants de Michel pendant qu'elle est en vacances. J'ai ma propre vie. Tu ne comprends pas, a-t-il lancé. Il ne s'agit pas seulement des enfants. Il s'agit de la famille. Tu es égoïste. Le mot a frappé comme une gifle. Égoïste? Ai-je répété, ma voix tremblant de la colère qui couvait depuis des jours. Tu sais ce qui est égoïste? S'attendre à ce que je continue de sacrifier ma vie pour tout le monde. Ne jamais considérer une seule fois ce dont j'ai besoin. Vous m'avez tous fait sentir que je ne comptais pas. Et maintenant, c'est moi qui suis égoïste? Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Je pouvais sentir le poids du silence. Finalement, papa a parlé, mais ses mots étaient lourds de résignation. Tu sais, Michel et ta mère ont raison. Tu as toujours été difficile. C'est peut-être pour ça que tu es toujours si distant. Tu dois apprendre à faire partie de cette famille. Tu ne peux pas simplement t'en aller chaque fois que les choses ne vont pas comme tu veux. Les mots ont piqué, mais ils n'ont pas fait aussi mal que je le pensais. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose que j'avais évité pendant des années. Il n'allait pas changer. Ma famille n'allait jamais me voir comme je voulais être vu. Je n'allais pas obtenir la reconnaissance que je méritais. Ils me verraient toujours comme le paria, la déception, celui qui ne jouait pas selon leurs règles. Je ne m'en vais pas, ai-je dit doucement, ressentant un étrange sentiment de paix. Je ne vais juste plus être utilisé. Il y a eu une autre pause, plus longue cette fois, et j'ai pu entendre mon père expirer brusquement. Je ne sais pas si tu comprendras un jour, Daniel, mais la famille est de la famille. Tu devrais le savoir. Je sais, papa, mais la famille ne se contente pas de prendre, elle donne aussi. Et je donne depuis des années, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Je suppose que nous verrons si tu peux vivre avec ta décision, a-t-il répondu, son ton froid. Bonne nuit. J'ai raccroché sans répondre. Un nœud s'était formé dans mon estomac, mais ce n'était pas à cause de la culpabilité. C'était parce que je savais que j'avais fait le bon choix.
J'avais enfin pris le contrôle de ma vie. Je m'étais enfin défendu, et je ne reviendrai pas en arrière. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un courriel de Michel. Il était court, sec et totalement dépourvu de toute tentative de réconciliation. Passe de bonnes vacances, Daniel. C'est la dernière fois que je te demanderai quoi que ce soit. C'est fini. J'ai fixé l'écran un instant, puis j'ai fermé le courriel sans répondre. Je n'allais pas mendier son approbation. Je n'allais pas m'excuser d'avoir protégé mes limites. Il était clair qu'elle ne cherchait de toute façon pas d'excuses. Elle cherchait quelqu'un à blâmer. Ce soir-là, ma mère a appelé. Elle n'a même pas pris la peine de faire des politesses. Elle est allée droit au but. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, Daniel. Tu as brisé le cœur de ta sœur, et maintenant tu brises le mien. Te rends-tu compte à quel point c'est difficile pour tout le monde? Je n'ai brisé le cœur de personne, maman, ai-je dit, ma voix calme mais résolue. Vous n'aimez tout simplement pas que j'ai dit non. Et vous savez quoi? Je ne le regrette pas. Tu le regretteras, a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. Tu regretteras de nous avoir repoussés. Tu fais toujours ça. Chaque fois que les choses deviennent difficiles, tu t'en vas. Non, maman. Je ne m'en vais pas. Je me défends. Et pour une fois, je ne vais pas me sentir coupable à ce sujet. Il y a eu un long silence. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, mais elle ne parlait pas finalement, a-t-elle soupiré. Au revoir, Daniel, a-t-elle dit et a raccroché. J'ai fixé le téléphone pendant quelques instants, digérant le poids de tout cela. Je tremblais encore d'adrénaline. Mais cette fois, ce n'était pas par peur ou par anxiété. C'était par soulagement. J'avais dit non. J'avais enfin pris le contrôle de ma vie. Et même si j'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi, je savais au fond de moi que c'était la bonne chose à faire. J'en avais assez d'être l'invisible, d'être le plan de secours, d'être celui qui devait toujours nettoyer les dégâts des autres. Et c'était peut-être la partie la plus difficile, mais c'était aussi la plus libératrice. Les semaines ont passé après cette conversation, et la vie a commencé à sembler différente. Pas facile, pas exactement paisible, mais réelle. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de vivre pour les attentes de quelqu'un d'autre. Michel n'a pas cherché à me contacter, ni mes parents. Le silence était parfois assourdissant, mais j'y ai trouvé un étrange réconfort. Je pouvais respirer sans le poids de la culpabilité ou de l'obligation qui pesait sur moi. Je me suis concentré sur mon travail, sur des choses qui comptaient pour moi. J'ai consacré du temps à des passe-temps que j'avais négligés, comme la peinture, la lecture et même de longues promenades sans me soucier de rien. Mon appartement, dans lequel je me sentais autrefois piégé, est devenu mon sanctuaire. Il était à moi. Tout était à moi. Les heures que j'avais passées loin de ma famille, à me consacrer à ma carrière, avaient enfin porté leurs fruits. Mais même avec cette nouvelle paix, il y avait des moments où les vieilles blessures refaisaient surface. La culpabilité, les doutes, les voix familières de mon passé me disant que je n'étais pas assez bien, que j'étais égoïste. J'entendais la voix de Michel résonner dans mon esprit, me disant que j'étais difficile, froid, et que je regretterais de m'être défendu. J'entendais aussi ma mère, me disant que la famille était tout. Il donnait l'impression que je brisais quelque chose de sacré, que ma décision de me faire passer en premier était un péché impardonnable. Un après-midi, j'ai reçu un colis. Il était petit, anodin, et pourtant je savais exactement de qui il venait avant même de l'ouvrir. Il venait de Michel. À l'intérieur, il y avait un album photo. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'une collection aléatoire de photos de famille, mais ensuite j'ai vu la note à l'intérieur. Elle disait, « Tu feras toujours partie de cette famille, Daniel. Tu dois juste accepter que nous avons tous des manières différentes de montrer notre amour. » Je suis resté assis là un moment, tenant l'album, les mots flottant dans l'air. L'album photo était rempli de souvenirs, quelques-uns de moi, la plupart des enfants de Michel, des photos de vacances en famille et d'anniversaire. C'était un rappel de tout ce que j'avais manqué. Il ne s'agissait pas seulement des enfants, des vacances ou des grands moments en famille. Il s'agissait de la façon dont j'avais été effacé de ces souvenirs, laissé pour compte parce que je ne jouais pas le rôle qu'il voulait que je joue. Je pouvais sentir la vieille culpabilité s'insinuer en moi, le poids du passé, la voix lancinante qui me disait toujours de céder, d'être celui qui arrangeait tout. Mais en regardant les photos,
quelque chose a changé en moi. Il ne s'agissait plus seulement de dire non. Il s'agissait de réaliser que je n'avais pas tort de me défendre. Je n'avais pas tort de faire passer mes besoins en premier. Alors, j'ai fermé l'album et je l'ai remis dans la boîte. Je n'en avais pas besoin. Je n'avais plus besoin qu'il me valide. J'avais déjà fait la paix avec ma décision. Ce soir-là, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. C'était étrange, mais je me sentais libre. Libre du fardeau des attentes. Libre de la culpabilité. Ce n'était pas à moi de m'excuser. Ce n'était pas moi qui avais fait quelque chose de mal. J'ai enfin compris quelque chose que j'avais passé toute ma vie à ne pas saisir pleinement. Les limites ne consistaient pas à exclure les gens. Elles consistaient à me protéger pour ne pas être utilisé. Elles consistaient à savoir quand c'en était assez, quand dire non et quand s'en aller. Et peu importe combien de fois Michel ou mes parents ont essayé de me faire sentir comme le méchant, je connaissais la vérité maintenant. Je n'étais pas le problème. J'avais juste été celui qui était prêt à plier jusqu'à ce que je rompe.